Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer la lecture de Le Petit Chose d'Alphonse Daudet, donc qui est un classique de la littérature française et qui est un roman un petit peu autobiographique, publié en 1868. D'ailleurs, Daudet le dira lui-même, Le Petit Chose, surtout dans la première partie, n'est en somme que cela, un écho de mon enfance et de ma jeunesse. Le Petit Chose sera adapté au cinéma en 1912 par Monca, en 1923 par André Hugon, en 1938 par Maurice Cloche. Et il inspirera également une chanson du groupe de musique Trio que je vais vous chanter rapidement, deux petites phrases pour ne pas vous casser les oreilles. On a tous nos intérieurs, nos petites choses, ce qui fait au fond de nous qu'on est tout de même quelque chose. Voilà, nous allons donc poursuivre la lecture. J'espère que vous allez passer un agréable moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. Lâchez vos avis, vos idées, vos rêves et vos envies de lecture également, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une agréable écoute. Ah oui. Je voulais vous dire également, parce que dans ma précédente lecture, nous n'avons pas trouvé donc la définition de babarotte. Je l'ai enfin trouvée. C'est un nom donné dans le Midi à ces gros insectes noirs que l'Académie appelle des blattes. Et les gens du Nord, des cafards. Ce sont donc des cafards, les babarottes. Passons à la poursuite de la lecture. Pour toute réponse, je lui saute au cou. « Oh ma mère, Jacques, que tu es bon !» Et me voilà pleurant à chaudes larmes, sans pouvoir m'arrêter. Tout à fait comme l'ancien Jacques de Lyon. Le Jacques d'aujourd'hui ne pleure plus, lui. La citerne est à sec, comme il dit. Quoi qu'il arrive, il ne pleurera plus jamais. À ce moment, 7 heures sonnent. Les vitres s'allument. Une lueur pâle entre dans la chambre en frissonnant. « Voilà le jour, Daniel !» dit Jacques. Il est temps de dormir. Couche-toi vite. Tu dois en avoir besoin. Et toi, Jacques? Oh, moi, je n'ai pas 2 jours de chemin de fer dans les reins. D'ailleurs, avant d'aller chez le marquis, il faut que je rapporte quelques livres au cabinet de lecture. Et je n'ai pas de temps à perdre. Tu sais que le d'Acqueville ne plaisante pas. Je rentrerai ce soir à 8 heures. Toi, quand tu te seras bien reposé, tu sortiras un peu. Surtout, je te recommande. Ici, ma mère Jacques commence à me faire une foule de recommandations très importantes pour un nouveau débarqué, comme moi. Par malheur, tandis qu'il me les fait, je me suis étendue sur le lit. Et sans dormir précisément, je n'ai déjà plus les idées bien nettes. La fatigue, le pâté, les larmes. Je suis aux 3/4 assoupie. J'entends d'une façon confuse quelqu'un qui me parle d'un restaurant tout près d'ici, d'argent dans mon gilet, de ponts à traverser, de boulevards à suivre, de sergents de ville à consulter et du clocher de Saint-Germain-des-Prés comme point de ralliement. Dans son demi-sommeil, c'est surtout ce clocher de Saint-Germain qui m'impressionne. Je vois 2, 5, 10 clochers de Saint-Germain rangés autour de mon lit comme des poteaux indicateurs. Parmi tous ces clochers, quelqu'un va et vient dans la chambre, tisonne le feu, ferme les rideaux décroisés, puis s'approche de moi, me pose un manteau sur les pieds, m'embrasse au front et s'éloigne doucement avec un bruit de porte. Je dormais depuis quelques heures et je crois que j'aurais dormi jusqu'au retour de ma mère Jacques, quand le son d'une cloche me réveilla subitement. C'était la cloche de Sarlande, l'horrible cloche de fer qui sonnait comme autrefois. « Ding dong, réveillez-vous! Ding dong, habillez-vous !» D'un bond, je fus au milieu de la chambre, la bouche ouverte pour crier comme au dortoir. « Allons, messieurs !» Puis, quand je m'aperçus que j'étais chez Jacques, je partis d'un grand éclat de rire et je me mis à gambader follement par la chambre. Ce que j'avais pris pour la cloche de Sarlande, c'était la cloche d'un atelier du voisinage qui sonnait sec et féroce comme celle de là-bas. Pourtant, la cloche du collège avait encore quelque chose de plus méchant, de plus enfer. Heureusement, elle était à 200 lieues, et si fort qu'elle sonna, je ne risquais plus de l'entendre. J'allai à la fenêtre et je l'ouvris. Je m'attendais presque à voir au-dessous de moi la cour des grands,
avec ses arbres mélancoliques et l'homme aux clés rasant les murs. Au moment où j'ouvrais, midi sonnait partout. La grosse tour de Saint-Germain tinta la première ses 12 coups de l'Angélus. De l'Angélus, donc sonnerie de cloche qui, matin, midi et soir, invitait les fidèles à réciter une prière à la Vierge, commençant par le mot latin Angelus. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie. Donc, de l'Angélus à la suite, presque dans mon oreille. Par la fenêtre ouverte, les grosses notes lourdes tombaient chez Jacques 3 par 3, se crevaient en tombant comme des bulles sonores et remplissaient de bruit toute la chambre. À l'Angélus de Saint-Germain, les autres Angélus de Paris répondirent sur des timbres divers. En bas, Paris grondait, invisible. Je restais là, un moment à regarder luire dans la lumière les dômes, les flèches, les tours. Puis tout à coup, le bruit de la ville montant jusqu'à moi, il me vint je ne sais quelle folle envie de plonger, de me rouler dans le bruit, dans cette foule, dans cette vie, dans ces passions. Et je me dis avec ivresse, allons voir Paris. Chapitre 4, la discussion du budget. Chapitre 4 de la deuxième partie, la discussion du budget. Ce jour-là, plus d'un Parisien a su dire en rentrant chez lui, le soir, pour se mettre à table, « Quel singulier petit bonhomme j'ai rencontré aujourd'hui !» Le fait est qu'avec ses cheveux trop longs, son pantalon trop court, ses caoutchoucs, ses bas bleus, son bouquet départemental et cette solennité de démarche particulière à tous les êtres trop petits, le petit chose devait être tout à fait comique. C'était justement une journée de la fin de l'hiver, une de ces journées tièdes et lumineuses qui, à Paris, souvent sont plus le printemps que le printemps lui-même. Il y avait beaucoup de monde dehors, un peu étourdi par le va-et-vient bruyant de la rue. J'allais devant moi, timide et le long des murs. On me bousculait, je disais « pardon » et je devenais tout rouge. Aussi, je me gardais bien de m'arrêter devant les magasins et pour rien au monde, je n'aurais demandé ma route. Je prenais une rue, puis une autre, toujours tout droit. On me regardait. Cela me gênait beaucoup. Il y avait des gens qui se retournaient sur mes talons et des yeux qui riaient en passant près de moi. Une fois, j'entendis une femme dire à une autre « Regarde donc celui-là ». Cela me fit broncher. Ce qui m'embarrassait beaucoup aussi, c'était l'œil inquisiteur des sergents de ville. À tous les coins de rue, ce diable d'œil silencieux se braquait sur moi curieusement. Et quand j'avais passé, je le sentais encore qui me suivait de loin et me brûlait le dos. Au fond, j'étais un peu inquiet. Je marchais ainsi près d'une heure jusqu'à un grand boulevard planté d'arbres grêles. Il y avait là tant de bruit, tant de gens, tant de voitures, que je m'arrêtais presque effrayée. Comment me tirer d'ici ? Pensais-je en moi-même. Comment rentrer à la maison? Si je demande le clocher de Saint-Germain-des-Prés, on se moquera de moi. J'aurai l'air d'une cloche égarée qui revient de Rome, le jour de Pâques. Alors, pour me donner le temps de prendre un parti, je m'arrêtai devant les affiches de théâtre, de l'air affairé d'un homme qui fait son menu de spectacle pour le soir. Malheureusement, les affiches, fort intéressantes d'ailleurs, ne donnaient pas le moindre renseignement sur le clocher de Saint-Germain. Et je risquais fort de rester là jusqu'au grand coup de trompette du jugement dernier. Quand soudain ma mère Jacques parut à mes côtés. Il était tout aussi étonné que moi. « Comment? C'est toi, Daniel? Que fais-tu là, bon Dieu ?» Je répondis d'un petit air négligent. « Tu vois, je me promène. » Ce bon garçon de Jacques me regardait avec admiration. « C'est qu'il est déjà parisien, vraiment. » Au fond, j'étais bien heureux de l'avoir et je m'accrochais à son bras avec une joie d'enfant, comme à Lyon, quand M. Essette, père, était venu nous chercher sur le bateau. « Quelle chance que nous nous soyons rencontrés, » me dit Jacques. « Mon marquis a une extinction de voix. Et comme heureusement on ne peut pas dicter par geste, il m'a donné congé jusqu'à demain. Nous allons en profiter pour faire une grande promenade. » Là-dessus, il m'entraîne. Et nous voilà partis dans Paris, bien serrés l'un contre l'autre et tout fiers de marcher ensemble. Maintenant que mon frère est près de moi,
La rue ne me fait plus peur. Je vais la tête haute avec un aplomb de trompette aux zouaves et gare au premier qui rira. Pourtant une chose m'inquiète. Jacques, chemin faisant, me regarde à plusieurs reprises d'un air piteux. Je n'ose lui demander pourquoi. Sais-tu qu'ils sont très gentils, ces caoutchoucs, me dit-il au bout d'un moment. N'est-ce pas, Jacques? Oui, ma foi, très gentil. Puis en souriant, il ajoute « C'est égal. Quand je serai riche, je t'achèterai une paire de bons souliers pour mettre dedans. » Pauvre cher Jacques, il a dit cela sans malice, mais il n'en faut pas plus pour me décontenancer. Voilà toutes mes hontes revenues sur ce grand boulevard ruisselant de clair soleil. Je me sens ridicule avec mes caoutchoucs. Et quoi que Jacques puisse me dire d'aimable en faveur de ma chaussure, je veux rentrer sur le champ. Nous rentrons. On s'installe au coin du feu et le reste de la journée se passe gaiement à bavarder ensemble comme deux moineaux de gouttière. Vers le soir, on frappe à notre porte. C'est un domestique du marquis avec ma malle. « Très bien, » dit ma mère Jacques. « Nous allons inspecter un peu ta garde-robe. » Pécaire, ma garde-robe. L'inspection commence. Il faut voir notre mine piteusement comique en faisant ce maigre inventaire. Jacques à genoux devant la malle tire les objets l'un après l'autre et les annonce à mesure. Un dictionnaire, une cravate, un autre dictionnaire, tiens, une pipe, tu fumes? Donc, encore une pipe, bonté divine, que de pipes. Si tu avais seulement autant de chaussettes, et ce gros livre, qu'est-ce que c'est? Cahier de punition, Boucoiran, 500 lignes, Soubérol, 400 lignes, Boucoiran, 500 lignes, Boucoiran, sapristi. Tu ne le ménageais pas, le nommer Boucoiran. C'est égal, 2 ou 3 douzaines de chemises feraient bien mieux notre affaire. À cet endroit de l'inventaire, ma mère Jacques pousse un cri de surprise. Miséricorde, Daniel, qu'est-ce que je vois? Des vers? Ce sont des vers? Tu en fais donc toujours? Cachotier, va. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé dans tes lettres? Tu sais bien pourtant que je ne suis pas un profane. J'ai fait des poèmes, moi aussi, dans le temps, souviens-toi. De religion en religion. Poèmes en 12 chants. Ça, monsieur, le lyrique. Voyons un peu tes poésies. Oh non, Jacques, je t'en prie, cela n'en vaut pas la peine. Tous les mêmes, ces poètes, dit Jacques en riant. Allons, mets-toi là et lis-moi tes vers. Sinon, je vais les lire moi-même. Et tu sais, comme je lis mal. Cette menace me décide. Je commence ma lecture. Ce sont des vers que j'ai faits au collège de Sarlande sous les châtaigniers de la prairie en surveillant les élèves. Bons ou méchants. Je ne m'en souviens guère. Mais quelle émotion en les lisant. Pensez donc. Des poésies qu'on n'a jamais montrées à personne. Et puis l'auteur de « Religion, religion » n'est pas un juge ordinaire. S'il allait se moquer de moi. Pourtant, à mesure que je lis, la musique des rimes me grise et ma voix se raffermit. Assis devant la croisée, Jacques m'écoute, impassible. Derrière lui, dans l'horizon, se couche un gros soleil rouge qui incendie nos vitres. Sur le bord du toit, un chat maigre bâille et s'étire en nous regardant. Il a l'air renfrogné d'un sociétaire de la Comédie Française écoutant une tragédie. Je vois tout cela du coin de l'œil, sans interrompre ma lecture. Triomphe inespéré. À peine j'ai fini, Jacques, enthousiasmé, quitte sa place et me saute au cou. « Oh Daniel, que c'est beau, que c'est beau !» Je le regarde avec un peu de défiance. « Vraiment, Jacques, tu trouves ? Magnifique, mon cher, magnifique ! Penses-tu que... Pense que tu avais toutes ces richesses dans ta malle et que tu n'en disais rien. C'est incroyable. » Et voilà ma mère Jacques qui marche à grands pas dans la chambre, parlant tout seul et gesticulant. Tout à coup, il s'arrête en prenant un air solennel. Il n'y a plus à hésiter. Daniel, tu es un poète. Il faut rester poète et chercher ta vie de ce côté-là. Oh Jacques, c'est bien difficile, les débuts, surtout, on gagne si peu.
Je gagnerai pour deux, n'aie pas peur. Et le foyer, Jacques, le foyer que nous voulons reconstruire, le foyer, je m'en charge. Je me sens de force à le reconstruire à moi tout seul. Toi, tu l'illustreras et tu penses comme nos parents seront fiers de s'asseoir à un foyer célèbre. J'essaie encore quelques objections, mais Jacques a réponse à tout. Du reste, il faut le dire, je ne me défends que faiblement. L'enthousiasme fraternel commence à me gagner. La foi poétique me pousse à vue d'œil. Et je me sens déjà, par tout mon être, un prurigo. Définition de prurigo. Nom savant de la démangeaison. Lamartine est le symbole de la poésie lyrique romantique. Donc un prurigo lamartinien. Il y a un point, par exemple, sur lequel Jacques et moi, nous ne nous entendons pas du tout. Jacques veut qu'à 35 ans, j'entre à l'Académie française. Moi, je m'y refuse énergiquement. Foin de l'Académie. Ces vieux, démodés, pyramides d'Égypte en diable. Raison de plus pour y entrer, me dit Jacques. Tu leur mettras un peu de jeune sang dans les veines, à tous ces vieux palais mazarins. Et puis, Madame Essette sera si heureuse, songes-tu? Songe donc. Que répondre à cela? Le nom de Madame Essette était un argument sans réplique. Il faut se résigner à endosser l'habit vert. Va donc pour l'Académie. Si mes collègues m'ennuient trop, je ferai comme Mérimée. Je n'irai jamais aux séances. Pendant ces discussions, la nuit est venue. Les cloches de Saint-Germain carillonnent joyeusement, comme pour célébrer l'entrée de Daniel Essette à l'Académie française. « Allons dîner », dit ma mère Jacques. Et tous fiers de se montrer avec un académicien, ils m'emmènent dans une crèmerie de la rue Saint-Benoît. C'est un petit restaurant de pauvres avec une table d'hôtes au fond pour les habitués. Nous mangeons dans la première salle au milieu de gens très râpés, très affamés, qui raclent leurs assiettes silencieusement. Ce sont presque tous des hommes de lettres, me dit Jacques à voix basse. Dans moi-même, je ne puis m'empêcher de faire à ce sujet quelques réflexions mélancoliques, mais je me garde bien de les communiquer à Jacques, de peur de refroidir son enthousiasme. Le dîner est très gai. Monsieur Daniel Essette, de l'Académie française, montre beaucoup d'entrain et encore plus d'appétit. Le repas fini, on se hâte de remonter dans le clocher. Et tandis que monsieur l'académicien fume sa pipe à califourchon sur la fenêtre, Jacques, assis à sa table, s'absorbe dans un grand travail de chiffres qui paraît l'inquiéter beaucoup. Il se ronge les ongles, s'agite fébrilement sur sa chaise, compte sur ses doigts, puis tout à coup se lève avec un cri de triomphe. « Bravo! Je suis arrivé. » À quoi, Jacques? À établir notre budget, mon cher. Et je te réponds que ce n'était pas une petite affaire. Pense, 60 francs par mois pour vivre à deux. Comment 60? Je croyais que tu gagnais 100 francs chez le marquis. Oui, mais il y a là-dessus 40 francs par mois envoyés à Madame Essette pour la reconstruction du foyer. Reste donc 60 francs. Nous avons 15 francs de chambre, comme tu vois. Ce n'est pas cher, seulement il faut que je fasse le lit moi-même. Je le ferai aussi, moi, Jacques. Non, non, non. Pour un académicien, ce ne serait pas convenable. Mais revenons au budget. Donc 15 francs de chambre, 5 francs de charbon, seulement 5 francs, parce que je vais le chercher moi-même aux usines tous les mois. Reste 40 francs. Pour ta nourriture, mettons 30 francs. Tu dîneras à la crèmerie où nous sommes allés ce soir. C'est 15 sous sans le dessert. Et tu as vu qu'on n'est pas trop mal. Il te reste 5 sous pour ton déjeuner. Est-ce assez? Je crois bien. Nous avons encore 10 francs. Je compte 7 francs de blanchissage. Quel dommage que je n'ai pas le temps. J'irai moi-même au bateau. Reste 3 francs que j'emploie comme ceci. 30 sous pour mes déjeuners. Dame, tu comprends. Moi, je fais tous les jours un bon repas chez mon marquis et je n'ai pas besoin d'un déjeuner aussi substantiel que le tien. Les derniers 30 sous sont les menus frais. Tabac, timbre-poste et autres dépenses imprévues. Cela nous fait juste nos 60 francs. Hein? Crois-tu que c'est calculé? Et Jacques, enthousiasmé, se met à gambader dans la chambre, puis subitement il s'arrête et prend un air consterné. Allons bon, le budget est à refaire. J'ai oublié quelque chose. Quoi donc? Et la bougie?
Comment feras-tu le soir pour travailler si tu n'as pas de bougie? C'est une dépense indispensable et une dépense d'au moins 5 francs par mois. Où pourrait-on bien les décrocher, ces 5 francs-là? L'argent du foyer est sacré et sous aucun prétexte. Et parbleu, j'ai notre affaire. Voici le mois de mars qui vient. Et avec lui le printemps, la chaleur, le soleil. Voilà. C'est ainsi que se termine donc malheureusement cette partie de la lecture de ce fabuleux livre. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vais vous dire quelques citations donc de cet auteur. La haine, c'est la colère des faibles. La meilleure façon d'imposer une idée aux autres, c'est de leur faire croire qu'elle vient d'eux. Où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur? Je vous souhaite une très belle soirée à tous et à très bientôt.